Le trafic de faux médicaments est la cause chaque année de centaines de milliers de morts sur le continent, où un médicament sur 3 est un faux. Extrêmement lucratif, le trafic de faux médicaments représente un marché de 200 milliards de dollars. Cabinet Comara, bonjour. Bonjour. Les chiffres sur le trafic de faux médicaments font froid dans le dos. Chaque année, 100 000 enfants meurent pour avoir pris un faux antipaludéen. S'il faut saluer la conférence tenue début janvier à Lomé, à l'initiative de la Fondation de Brazzaville, dont vous êtes membre, ce qu'on peut déplorer, c'est qu'elle n'ait pas suscité plus de présence de décideurs. Oui et non, parce que, comme vous l'avez dit, c'est un fléau panafricain, transnational. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'une telle initiative est prise, mais c'est la toute première fois qu'au niveau africain, des chefs d'État s'engagent pour prendre une initiative de ce genre. Alors, l'objectif, c'est de lancer un premier départ et de faire en sorte que, quand l'initiative est publiée et valorisée et vulgarisée, que d'autres puissent y adhérer. Et l'objectif, c'est que d'ici 6 mois, nous puissions porter cette initiative au niveau continental et que d'autres pays africains y adhèrent. Et je peux vous dire déjà que d'autres pays tapent à la porte pour signer ce document. Alors, il y a une vingtaine d'années, Jacques Chirac avait fait de la lutte contre les faux médicaments un de ses combats. La Fondation de Brazzaville prend le relais. Mais quels sont les leviers dont vous disposez pour réduire ce trafic à l'échelle du continent? Bien, il faut saluer effectivement l'initiative du président Chirac pour cette initiative. Il avait lancé sa campagne sur le slogan pour dire que les pharmacies par terre tuent. Et il a mobilisé des artistes, des acteurs, en tout cas beaucoup de leaders d'opinion pour sensibiliser les populations africaines à éviter donc ce qu'ils paraissent considérer comme des produits salvateurs, mais qui sont en fait des poisons. Alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu suffisamment de criminalisation de ce fléau. C'est considéré comme une activité banale. Quand on vous prend pour la drogue, on vous condamne pour 5, 10 ans, 20 ans. Mais quand c'est pour les médicaments, vous avez au bas mot maximum 1 mois, 2 mois. C'est considéré comme étant une activité absolument, j'allais dire, secondaire. Et ce qu'on a réussi à Lomé, c'est de montrer aux chefs d'État africains que nulle autre pratique n'est plus dangereuse actuellement pour l'Afrique que ceci. Et qu'il est essentiel que les acteurs de ce crime crapuleux soient condamnés à la hauteur de leur forfaiture. Vous avez dit tout à l'heure 100 000 enfants, mais les chiffres sont plus importants que ça. Pour le palu, c'est uniquement 100 000, mais pour tout ce qui concerne la tuberculose et les maladies diarrhéiques, c'est au moins 2 fois plus. Et l'ensemble du continent perd minimum 900 000 personnes par an à cause de l'usage de faux médicaments. Et je dis encore minimum parce qu'on n'a pas toutes les statistiques sur l'ensemble des 54 pays. Alors, ce qui alimente le trafic de faux médicaments, c'est l'absence d'une offre de santé également, qui n'est pas accessible au plus grand nombre. Les États ont donc la solution, mais qu'est-ce qui fait que la pratique ne change pas pour rendre la santé accessible au plus grand nombre? Alors, lutter contre les faux médicaments, il ne suffit pas suffisamment de combattre. Il faut absolument mettre en place une politique intégrée de santé. La politique intégrée de santé suppose d'abord qu'il y a des centres de santé qui couvrent l'ensemble des pays, qu'il y ait des pharmacies qui soient accessibles et que les produits soient accessibles. Je vous donne un exemple. Les génériques coûtent 30 fois plus cher en Afrique que dans les pays développés. Alors que l'Africain moyen a maximum un revenu de 1,9 million de dollars par an et qu'au bas mot maximum, il ne peut pas payer plus de 100 dollars pour ses frais de santé. Et on lui propose des offres de produits qui sont plus chers que ce qu'il peut. Donc, naturellement, les gens se déportent vers ces produits qu'ils croient être de bon marché, mais qui sont en fait des poisons. Alors, l'idée, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement d'engager la lutte contre les faux médicaments, mais il faut améliorer l'offre. Et améliorer l'offre suppose 3 facteurs. D'abord, sensibiliser les populations pour dire qu'il faut renoncer à ça et donner une alternative. Deuxièmement, faire en sorte qu'on puisse produire du générique en Afrique à des bas coûts, mais de bonne qualité. Et troisièmement, faire en sorte qu'il y ait une coordination au niveau des pays, puisque les frontières sont poreuses. Vous ne pouvez pas combattre ceci en Guinée et que ça puisse continuer au Sénégal. Vous ne pouvez pas le combattre au Mali si ça doit continuer au Bénin, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il faut absolument une coordination, mais surtout aussi une formation, une production pharmaceutique au niveau continental. Cabinet Comara, les pays qui fabriquent les faux médicaments sont pourtant connus.
On parle du Nigeria, de la Chine, mais également de l'Inde. Et si le trafic perdure, c'est que les moyens juridiques pour les combattre sont faibles ou alors inexistants. Bon, vous n'avez cité là que 2 ou 3 pays. Le Nigeria, en fait, n'est pas un très gros producteur, mais le pays, c'est un grand pays récipiendaire par lequel entre ces produits et transite pour l'ensemble du continent. Mais les gros producteurs, on les connaît effectivement. Vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez le Paraguay, vous avez même un pays européen qui est le Royaume-Uni. Vous avez beaucoup d'autres pays encore. Donc, mais la communauté internationale, heureusement, n'est pas restée les bras croisés par rapport à ça. Il y a eu 2 conventions qui sont passées au niveau mondial, au niveau international. La première, c'est la convention de Palerme, qui a donc réprimé les crimes transfrontaliers, et donc dont vraiment la signature est demandée aujourd'hui au niveau de tous les pays. Mais deuxièmement, vous avez surtout la convention Médicrime, donc qui a été lancée en 2013 et qui est au niveau européen. Nous nous battons aujourd'hui au niveau continental que cette convention soit ratifiée par l'ensemble des pays. Je suis revenu comme un pays, la Guinée a été le premier pays à ratifier, suivi du Burkina et du Bénin. Et cette convention criminalise la pratique de la vente des faux médicaments. Mais il y a eu beaucoup d'autres initiatives au niveau international, au niveau sous-régional également. Mais le problème aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on puisse fédérer l'ensemble de ces mesures, qu'il y ait une volonté politique essentielle et que l'ensemble des médecins, des pratiquants, en relation avec Interpol, puissent agir. Je vous donne un exemple. En 2018, Interpol a lancé une grande action. Et croyez-moi, sur à peu près 123 pays, ils ont saisi 10 millions de médicaments, arrêté près de 800 personnes et fermé près de 1200 sites web qui étaient les portails par lesquels donc, ces médicaments étaient vendus. Ils ont conduit la même... Mais alors justement, je vous prends au mot, c'est un facteur aggravant, l'anonymat d'Internet, parce que 96% des plateformes de ces pharmacies qui sont en ligne sont des plateformes illicites. Et là aussi, les États africains sont impuissants pour les combattre. Alors, je dois dire que la plupart des ventes par Internet, c'est d'abord en Europe. C'est dans les pays développés, puisque comme vous le savez, chez nous, le réseau n'est pas très développé. Chez nous, c'est à ciel ouvert que les médicaments sont vendus. C'est surtout les pharmacies par terre. Exactement. C'est surtout dans les pays occidentaux que la vente illicite par Internet. Mais je dois dire qu'également, là, il y a des réglementations très strictes maintenant dans certains pays. Par exemple, en France, ici, une pharmacie ne peut pas, enfin, un site ne peut pas vendre s'il n'est pas lié donc, à une pharmacie qui elle-même est répertoriée et suivie. Il y a également le système d'étiquetage des médicaments qui permet aujourd'hui de faire en sorte qu'on puisse relier le code du médicament à la source de production pour détecter si le produit est faux ou pas. Mais nous, en Afrique, on n'est encore pas à ce stade. Il faut d'abord déjà faire en sorte qu'on puisse faire en sorte que les sources de production soient connues, que les circuits douaniers soient serrés, que les répartiteurs, les importateurs soient absolument sensibilisés et sanctionnés. Le Bénin a pris une mesure radicale il y a 2 ans. Ils ont saisi près de 100 tonnes de produits prélatés. Ils se sont rendus compte que ceux-ci ont été importés par 4 grossistes qui ont été condamnés à chacun 4 ans de prison. Ils ont fermé la licence d'une société indienne qui les importait. Ça a été vraiment un coup retentissant qui, ici, s'est suivi, va permettre vraiment de faire en sorte que le fléau puisse être combattu. Alors, au vu des sommes générées par le trafic des faux médicaments, on parlait de 200 milliards de dollars, les enjeux sont à la fois sanitaires, mais également sécuritaires, car on voit aujourd'hui que le financement des faux médicaments alimente le terrorisme, et on pense notamment à la crise au Sahel. Mais vous en pensez une porte ouverte. C'est aujourd'hui établi que le crime organisé a basculé les sources de financement. Plus que les armes et la drogue, c'est aujourd'hui les faux médicaments. Je vous donne un exemple. Quand vous investissez $1 dans la drogue, ça vous rapporte 20. Quand vous investissez $1 dans les faux médicaments, ça vous rapporte 500. Donc, c'est sans commune mesure. Et les Maliens l'ont reconnu la semaine dernière. C'est établi qu'au Mali, une grande partie du financement du terrorisme vient du trafic de faux médicaments. C'est la même chose au Niger, c'est la même chose dans beaucoup de pays. Et c'est heureux que les chefs d'État se soient rendus compte du lien absolument tragique qu'il y a entre ceux qui trafiquent les faux médicaments et ceux qui, en sens, je vais dire, déterrorisent nos populations. Alors, quelles mesures prendre? Alors, la mesure est la suivante. Il faut assécher la source. Tant que vous n'asséchez pas la source, naturellement, vous aurez une continuation d'inondation de cet agent facile et
Qui dit argent facile, dit normalement également facilité d'accès aux armes, facilité d'entraîner des populations désœuvrées et des jeunes qui peuvent s'engager dans ces courses folles contre la déstabilisation de nos États. Donc, assécher les sources passe justement par ces mesures de lutte contre les faux médicaments et l'adoption de mesures criminalisantes et qui soient sévères contre les pratiquants. Mais il faudrait que les juridictions soient presque transnationales, parce qu'on voit bien que les États tout seuls ne peuvent pas faire face à ce trafic. Alors, c'est exactement le rôle de la Fondation de Brazzaville. La Fondation de Brazzaville a initié ce travail pour que les chefs d'État africains s'engagent dans 3 directions. Premièrement, on a fait l'inventaire des législations qu'il y a dans chaque pays. Deuxièmement, les amener à s'engager pour que ces législations soient harmonisées, pour qu'elles puissent criminaliser ces actes. Et troisièmement, mettre en place un système de suivi pour qu'il n'y ait pas de déphasage entre le dire et le faire. Vous avez bon espoir? Écoutez, Lomé a été, à notre avis, un réveil. J'entendais le président du Togo qui disait « Je dois reconnaître que chacun de nous passait à côté de ces marchands, à côté de ces produits par terre, de manière nonchalante, sans réaction. » Ces pharmacies par terre, on les voit partout dans les capitales africaines. Donc, elles ne sont pas combattues. De Nouakchott à Luanda, il y a actuellement un réveil. En Guinée, on a saisi actuellement, récemment des médicaments. Au Sénégal, en Mauritanie, la Côte d'Ivoire, il y a 2 ans, a saisi près de 100 conteneurs de médicaments. La perte a été vers 100 milliards de francs CFA. Vous voyez la perte pour l'économie. Le Bénin, je n'en parle pas. Le Niger, de manière crapuleuse, quand il y a eu la méningite, les trafiquants ont importé des vaccins frelatés. Au lieu que ce soit des produits actifs qui combattent la méningite, il n'y avait que de l'eau et des produits tout simplement qui perturbaient et qui dénaturaient le traitement. Donc, ça a pillé près de 800 personnes. Donc, cette prise de conscience est là. Il est essentiel maintenant que ça ne reste pas au niveau politique, que ça descende au niveau des pharmaciens, au niveau des populations et au niveau des producteurs. Et là, je suis heureux de vous dire qu'au niveau continental, il y a une initiative, c'est l'Agence africaine des médicaments, dont l'accord a été adopté par les chefs d'État l'année dernière, et c'est en cours de ratification. Si les 15 ratifications sont obtenues, alors l'Afrique va se doter d'un instrument qui permettra d'édicter les règles, de conseiller les principes d'adoption des médicaments et de faire en sorte qu'une industrie pharmaceutique africaine soit mise en place. Cabinet Komara, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.